Il est 13h30 à Tel Aviv, à la une de l'actualité. Ce lundi, François Hollande veut redéfinir le modèle économique et social français. Il y a quelques instants, le président a annoncé son plan d'urgence pour l'emploi. Il annonce la formation de 500 000 chômeurs et également une aide à l'emploi pour les PME avec une prime d'embauche immédiate de 2 000 € par an. Voilà pour les annonces de François Hollande dans l'actualité de ce lundi. Également cet attentat à l'arme blanche ce matin en Israël. C'est une femme enceinte qui a été visée. Elle a été grièvement blessée. Elle est toujours hospitalisée. L'assaillant, lui, a été neutralisé. Et puis le chef de l'AIEA est arrivé à Téhéran ce matin pour s'entretenir avec Hassan Rouhani. Et ce, vous le savez, 2 jours après la levée des sanctions et la mise en place de l'accord historique sur le nucléaire iranien. Et puis également dans l'actualité aujourd'hui, ce scandale qui ébranle le tennis mondial, des matchs truqués à Wimbledon, mais aussi à Roland-Garros. 70 joueurs sont concernés, dont certains parmi les 50 meilleurs du monde. Voilà, et on va s'attarder un instant sur ce scandale qui secoue donc le monde du tennis. Lise, de très grands joueurs sont concernés. Oui, 16 joueurs classés dans le top 50 mondial, y compris des vainqueurs de Grand Chelem, sont suspectés d'avoir truqué leur rencontre. 8 de ces joueurs sont inscrits à l'Open d'Australie qui s'est ouvert lundi dernier à Melbourne. C'est la BBC et le site internet BuzzFeed News qui affirment avoir eu accès à des documents confidentiels. Ils disent avoir vu des preuves d'une corruption à grande échelle. Du côté de l'association de tennis professionnel, on dément en bloc. Écoutez. Le comité d'éthique et les autorités du tennis rejettent complètement le fait qu'il y ait des preuves de matchs truqués et qu'elles aient été supprimées. La BBC et le site BuzzFeed parlent d'événements qui se sont déroulés il y a 10 ans. De notre côté, nous allons enquêter, comme nous le faisons toujours. Est-ce qu'on a les noms de ces joueurs? On sait de qui il s'agit? Pas du tout, aucun nom n'est cité pour le moment. Ce qu'on sait, c'est qu'une enquête a déjà été ouverte en 2007 par l'ATP après des activités de paris suspectes. Ça concernait un match entre un joueur russe et un joueur argentin. Ils ont tous les deux été blanchis, mais l'enquête a été élargie à un réseau plus large de parieurs qui contactaient les joueurs de haut niveau dans leur chambre d'hôtel pendant les tournois et qui leur proposaient des sommes énormes qui pouvaient aller jusqu'à 50 000 $ par match en leur proposant par exemple de perdre leur match. Et des syndicats de parieurs en Russie, en Italie et en Sicile plaçaient des centaines de milliers de dollars sur ces matchs qu'ils pensaient être truqués. Parmi certains de ces matchs, il y en a 3 qui se sont déroulés à Wimbledon et 1 à Roland-Garros. Alors au cœur de ce scandale, c'est l'ATP et le rôle qu'il aurait joué, on l'a entendu. L'ATP dément toute implication. Pourtant, les enquêteurs prétendent avoir fourni des preuves et l'instance du tennis mondial aurait tout simplement laissé faire, fermer les yeux, quoi. Alors en tout cas, depuis 2008, l'ATP a eu en sa possession des documents qui montrent l'implication supposée de certains grands joueurs. Pourtant, l'ATP nous dit qu'elle applique la tolérance zéro. Des règles anticorruption ont même été adoptées en 2009, mais ces règles ne sont pas rétroactives. Elles ne permettent pas de poursuivre des délits antérieurs à leur entrée en vigueur. En tout cas, le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, a réagi. Oui, alors il a dit que lui aussi, il a été approché indirectement en 2007 lors du tournoi de Saint-Pétersbourg. Des gens qui travaillaient avec lui ont fait passer le message. On lui a demandé de perdre un match. Lui a refusé. Mais pour le Serbe, ces personnes qui aujourd'hui accusent les joueurs de haut niveau ne sont que des spéculateurs. Ça ne ternit pas l'image du tennis mondial. Voilà pour ce scandale. Merci Lise Barenbaum. L'histoire du jour, je vous le disais, on vous emmène ce lundi en Italie où le maire d'un petit village a tenté de répondre à une question millénaire, existentielle. Comment empêcher une population de mourir? La réponse: l'interdire, tout simplement, par arrêté municipal. Betsabé. Exactement, ça se passe à Ceglia, un petit hameau du sud de l'Italie, à 20 km de la mer environ, et qui est passé d'une population de 1300 habitants, c'était dans les années 60, à peine plus de 500 seulement aujourd'hui, soit moins de la moitié. Ajoutez à cela que 60% de la population a plus de 70 ans. Alors pour éviter que ce village ne s'ajoute à la liste de ceux qui sont tout simplement rayés de la carte du sud de l'Italie, le maire élu l'été dernier s'est montré particulièrement inspiré. En effet, Barbara, ce pédiatre de 40 ans, a tout simplement interdit à ses administrés de se laisser dépérir. Un arrêté surnommé
anti-mort, comme vous allez le voir dans la stampa, qui oblige sa population à effectuer des soins médicaux réguliers. Pour les réfractaires, la menace d'un impôt, tout simplement, un impôt supplémentaire de 30 € par an, décisif, et un impact positif. D'ailleurs, se félicite le maire. Écoutez. J'ai rédigé cet arrêté pour envoyer un signal à la population, pour faire comprendre qu'il s'agissait de quelque chose d'important. Et les résultats sont là. Seulement un mois après l'arrêté, déjà une centaine de personnes ont pu faire leur analyse de sang. Et aujourd'hui, nous avons 230 personnes qui ont fait des analyses et des visites médicales. C'est presque 50% des habitants. Alors d'autant qu'un centre de soins a été ouvert sur place, paramètre décisif, on s'en doute, pour les administrés du village qui ne sont plus tout jeunes donc. Parfois, il faut des mois pour avoir un rendez-vous médical à l'hôpital et ce n'est pas une bonne façon de s'occuper des personnes âgées. Mais ici, on a des contrôles réguliers tous les mois ou les 2 mois. Et pour moi, c'est vraiment une bonne chose. D'autant que les coupes budgétaires en Italie ces dernières années n'ont pas épargné le secteur de la santé. Autant dire qu'il faut beaucoup de patience pour se faire soigner dans le public et puis beaucoup d'argent comme alternative pour accéder au privé. Écoutez. Pour une visite médicale, j'ai dû prendre rendez-vous dans le privé et ça coûte cher. Et pour certains qui n'ont pas les moyens, ce n'est pas une option. Si vous payez, c'est sûr, vous avez tout de suite un rendez-vous. Sinon... Mais notre maire est ambitieux. Alors maintenant que les personnes âgées sont suivies, eh bien le but c'est d'attirer les jeunes, Barbara, et pourquoi pas relancer la natalité. Et oui, c'est un romantique. D'ailleurs, un parc aventure est en cours de construction et puis une auberge de jeunesse et 2 gîtes vont ouvrir au printemps. Voilà, si ça intéresse les touristes aussi. À Célia, voilà, c'est une bonne idée finalement, interdire de mourir. Merci. C'était l'histoire du jour avec vous, Betsabé. Et puis on va finir sur l'actu ciné de ce lundi. Le dernier film de Tom Hardy est une prouesse d'acteur puisqu'il joue Laetitia le rôle en même temps de 2 jumeaux. Voilà, tout à fait. Dans le film Légende, on va voir double. Tom Hardy incarne les jumeaux Cray, Ronnie et Reggie. C'est un biopic sur ces 2 frères gangsters qui ont fait régner la terreur dans le Londres des années 60, un polar sombre et parfait pour un acteur qui confirme son statut de surdoué. On regarde la bande-annonce. Je vous présente les jumeaux Cray, Ronald et Reginald. Ça vous plaît d'être un gangster? Ce qui me plaît, c'est l'argent et le respect. Mon frère et moi, on va mettre Londres à nos pieds. C'est quoi ce rouleau à pâtisserie? Tu vas me faire une tarte? La mafia a posé des jalons. Londres va devenir le Las Vegas de l'Europe. On peut le gérer. Votre frère Ron est violent et déséquilibré. Wow, non. Réglez le problème, Ron. C'est mon frère. Nous allons traquer les jumeaux Cray jusque dans les bas-fonds. Tu permets que je me défende? T'entends ce que tu dis? T'es cinglé! On parle du métier de gangster parce que c'est ce qu'on est. Non! Ouais, tu rigoles moins là d'un coup. Voilà, techniquement, au montage, ça doit être compliqué, non? La réalisation également. Il y avait eu Nicolas Cage qui s'était déjà prêté à cet exercice dans le film L'Adaptation, où il incarnait les frères scénaristes Kaufman. C'était plutôt brillant. Puis derrière, il y a eu Jesse Eisenberg, qui lui également s'est lancé dans cette aventure, dans le film The Double. Et puis enfin, plus récemment, on avait retrouvé Jake Gyllenhaal, qui dans Enemy. Force est de reconnaître que nos stars hollywoodiennes aiment de plus en plus avoir en double au cinéma. Alors d'un point de vue technique, pour faire en sorte d'avoir un même acteur qui se retrouve à se donner la réplique dans une même scène, il y a plusieurs techniques. La première, elle consiste à utiliser le split screen, c'est-à-dire diviser l'écran en 2. L'acteur enregistre les dialogues d'un des personnages, puis il les lui sont ensuite diffusés via une oreillette quand il change de rôle. On peut aussi avoir recours à l'incrustation via ordinateur. Alors le visage de l'acteur est là posé sur le corps de sa doublure. Enfin, il y a également une méthode qui consiste à positionner le comédien par rapport à la caméra de sorte qu'on ne le voit pas de face. Voilà donc pour ce qui est du côté réalisation. Pour information, le réalisateur de Legend s'appelle Brian Helgeland. C'est son 4e essai derrière la caméra et on le connaissait plus sous la croupe du scénariste. Il avait notamment signé les scénarios incontournables de LA Confidential, Mystic River, qui a remporté l'Oscar du meilleur film,
Payback ou encore Green Zone. Pour aller voir cette prouesse au cinéma, eh bien, dès mercredi, vous pouvez vous rendre en salle partout en France. Legend, ça sort mercredi. Merci d'être venue nous en parler, Laetitia. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur I24. Je souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien. À demain.